Cette fois, on va vous parler d'une machine fantastique, tout droit sortie de l'URSS des années 60. Un engin totalement inclassable. Il ressemble à un avion, mais ne peut pas vraiment voler. Et il ressemble à un navire, mais il vogue au-dessus des flots. Voici l'écranoplane KM, l'une des créations les plus folles de l'ère soviétique, qui restera dans l'histoire sous le surnom de monstre de la Caspienne. Depuis longtemps, les ingénieurs aéronautiques s'intéressent à l'effet de sol. On peut ainsi remonter à 1920 pour trouver les premières recherches dans ce domaine. Et durant les années 30, de nombreux pays mènent des études sur la conception d'engins capables d'en tirer parti. Il faut dire que le concept a de très nombreux avantages. Comparé à un avion classique, la portance d'un aéronef à effet de sol est basée sur la compression du flux d'air entre les ailes et la surface d'appui. En plus d'améliorer la portance, cela réduit au minimum la traînée. Ainsi, en théorie, à puissance identique, il peut transporter bien plus de poids, tout en étant plus rapide et plus économe en carburant qu'un avion classique. En revanche, il est obligé de rester à ras de l'eau ou du sol. Mais un pays ira bien plus loin que tous les autres dans ce domaine, au point d'éclipser totalement les autres, l'Union soviétique. C'est finalement Rostislav Alexeïev qui fera de l'aéronef à effet de sol appelé en russe écranoplane une véritable spécialité soviétique. Dès 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, Alexeïev est chargé par la marine de concevoir des hydroptères militaires. Si aucun ne sera achevé avant la fin de la guerre en 1945, il poursuit ses recherches avec le soutien du gouvernement. Il est notamment le concepteur en chef du Raketa, emblématique premier hydroptère de passagers soviétique produit à partir de 1957. Mais malgré ses réussites dans le domaine des hydroptères, ce sont finalement ses réalisations dans le domaine des écranoplanes, longtemps tenus secrets, qui marqueront les esprits. Parmi les nombreux appareils qu'il conçoit au sein du Bureau central d'études des hydroptères, aujourd'hui connu sous le nom d'Alexeïev Central Hydrofoil Design Bureau, le plus célèbre est sans conteste le projet 1133KM. Lancé en 1966 et bien plus connu sous son surnom, le monstre de la Caspienne. Un surnom qu'il n'a clairement pas volé. Avec ses 97 mètres 40 de long, une envergure de 37 mètres 60 et une hauteur de 22 mètres, pour un poids à vide de 240 tonnes, ce n'est rien de moins que le plus grand aéronef de son temps. Et il le restera pendant plusieurs décennies, jusqu'à l'arrivée de l'Antonov AN-225 en 1988. Pour son aspect général, le KM repose sur les travaux d'Alexeïev et son concept d'autostabilisation des ailes. Les tests menés sur son premier écranoplane, le SM-1 biplan de 3 tonnes fabriqué en 1961, l'avaient convaincu qu'il valait mieux adopter une configuration d'avion classique, avec un monoplan doté d'un empennage. Vous remarquerez que cet empennage est particulièrement volumineux. Cela s'explique par les ailes principales qui génèrent un fort souffle descendant. Il fallait donc positionner l'empennage plus haut et suffisamment en arrière pour réduire au maximum les perturbations. Alexeïev était également convaincu que, pour un écranoplane, la taille était un avantage aérodynamique majeur. Il anticipait même qu'il serait possible de construire des engins atteignant 2000 tonnes au décollage. Avec le KM, on n'en est pas encore là, mais il est déjà impressionnant. D'un poids à vide de 240 tonnes, son poids maximal en vol pouvait atteindre 500 tonnes, dont 150 tonnes de charge utile. Lors d'un vol d'essai, il a même atteint 540 tonnes, un record pour un aéronef à l'époque, bien que non officiel. Encore une fois, il ne sera dépassé qu'avec l'arrivée de l'AN-225 et ses 600 tonnes au décollage. Pour donner un ordre d'idée, l'Airbus A380 affiche un poids maximal au décollage de 575 tonnes. Pour propulser ce monstre, il ne faut pas moins de 10 turboréacteurs Dobrynin VD7, conçus à l'origine pour équiper des bombardiers stratégiques. Et comparé à un avion classique, leur positionnement est très surprenant. Deux VD7 de 93,16 kN chacun, placés à l'extrémité de la dérive, servent pour le vol de croisière.
alors que 8 VD7M de 102,97 kN chacun, soit 823,76 kN au total, sont installés très en avant, près du poste de pilotage, et servent uniquement au décollage. Ainsi, avec ses seuls réacteurs de croisière, totalisant 186,82 kN, le KM pouvait atteindre une vitesse maximale de 500 km/h pour une vitesse de croisière de 430 km/h. C'est absolument impressionnant pour une puissance aussi faible. À titre de comparaison, la N225 nécessitait 1377 kN pour une vitesse de croisière de 800 km/h et maximale de 850 km/h. L'A380, lui, développe environ 1336 kN pour 903 km/h en croisière et 955 km/h en vitesse maximale. Avec ces exemples, on comprend tout l'intérêt des écranoplanes. Avec une puissance moteur et donc une consommation bien plus faible, ils peuvent transporter une charge très importante. Ils sont également infiniment plus rapides qu'un navire. La vitesse de croisière du KM, 430 km/h, représente environ 230 nœuds. Mais on peut aussi les comparer avec les aéroglisseurs. Les aéroglisseurs militaires russes de la classe Zuber, apparus à la fin des années 1980, sont les plus grands au monde. Ils peuvent transporter jusqu'à 150 tonnes de charge sur 560 km à une vitesse de croisière de 55 nœuds. Le KM, lui, disposait d'une autonomie d'environ 1500 km. Autre avantage, un écranoplane ne nécessite pas d'infrastructure portuaire et peut évoluer au-dessus de toute surface plane, eau, glace, sable ou toute autre surface régulière. Cependant, cette régularité est essentielle car l'effet de sol du KM ne fonctionne qu'entre 4 et 14 mètres d'altitude. Comme les grandes surfaces terrestres planes sont rares, les écranoplanes sont principalement utilisés au-dessus de l'eau. Il faut donc un engin à la fois hydrodynamique pour le décollage et aérodynamique pour le vol. À tel point qu'on ne sait toujours pas vraiment s'il faut les considérer comme des aéronefs ou comme des navires volants. D'ailleurs, le KM était affecté à la marine soviétique, mais piloté par des pilotes issus des forces aériennes. Sa très faible altitude maximale constituait également un avantage militaire. Il pouvait éviter une grande partie des radars tout en étant peu vulnérable aux mines sous-marines. En revanche, il souffrait du problème typique de ce type d'engin. Avec seulement 4 à 14 mètres d'altitude, il ne peut voler que si l'état de la mer le permet. Il devient totalement inutilisable si les vagues dépassent 1,20 m, ce qui explique qu'il est opéré exclusivement en mer Caspienne, une mer fermée. La construction du KM commence au chantier naval Volga près de Gorky, aujourd'hui Nijni Novgorod, en 1963 pour le compte de la marine soviétique. La marine est alors extrêmement intéressée à l'idée de se doter d'écranoplanes et suit depuis longtemps les travaux d'Alexeïev. En théorie, ce type d'engin pourrait remplir de nombreux rôles. Transport de troupes, patrouille anti-sous-marine, sauvetage en mer, voire attaque de navires ennemis s'il était armé. Sa particularité de vol rasant lui permet de passer sous les radars, et comme il évolue au-dessus de l'eau, il est indétectable au sonar, tout en étant protégé des mines sous-marines et des torpilles. Certains imaginent déjà qu'il pourrait être d'une grande utilité dans les régions polaires. Le KM quitte donc dans le plus grand secret le chantier naval Volga le 22 juin 1966. Direction le tout nouveau centre d'essai construit spécialement pour les écranoplanes au bord de la mer Caspienne près de Kaspisk au Daghestan. Le premier essai en mer a lieu le 18 octobre 1966. Comme à son habitude et contrairement aux directives reçues, Alexeïev prend lui-même les commandes. Le premier vol se déroule parfaitement. Le KM atteint déjà 250 km/h en phase d'aquaplanage. Mais après plusieurs vols dans les jours suivants, des problèmes apparaissent. Premièrement, les turboréacteurs supportent mal l'environnement marin. Ce n'est pas vraiment surprenant, ils avaient été conçus à l'origine pour des bombardiers stratégiques, pas pour avaler de l'air chargé d'embrun salin. Il faut donc les adapter. Deuxièmement, un sérieux problème de rigidité apparaît au niveau de la coque. La situation est telle qu'elle commence déjà à se déformer. Heureusement, ce sera assez facilement corrigé en renforçant la coque avec des plaques de fer. Mais ces corrections prennent du temps, si bien que le véritable premier vol en effet de sol n'a lieu qu'en août 1967.
encore une fois avec Alexeïev aux commandes. Cette fois, le KM est stabilisé à 4 mètres d'altitude et atteint 450 km/h. Malgré sa taille colossale, il se révèle maniable et étonnamment stable. Les Américains, dont les satellites repèrent le KM dès 1967, sont particulièrement intrigués par cet engin titanesque. C'est d'ailleurs eux qui lui donnent son surnom de monstre de la Caspienne. Bien qu'ils ne découvriront qu'en 1980 qu'il s'agit d'un aéronef à effet de sol. Mais pour Alexeïev, le KM reste avant tout un prototype. Premier écranoplane de grande taille, il présente plusieurs défauts de conception. Il est très dépendant de l'état de la mer et particulièrement exigeant à piloter. Ces limites poussent rapidement Alexeïev à explorer d'autres pistes à partir des enseignements du KM. Ainsi, au début des années 70, il se concentre sur le développement de l'A-90, un modèle plus compact d'environ 70 tonnes. Mais cela ne signifie pas pour autant la fin du KM. Au fil des années et des essais, le KM subit plusieurs modifications importantes. Les moteurs de croisière, initialement placés sur la dérive, sont placés vers l'avant du fuselage sur un pylône, afin de réduire l'ingestion des gaz d'échappement. Le pylône sera aussi équipé d'un radome. Tous les moteurs reçoivent également des déflecteurs pour limiter l'ingestion des gaz d'échappement ainsi que des protections contre les projections d'eau. Mais le destin du monstre se noue en décembre 1980. À la suite d'une erreur de pilotage, le KM percute violemment la surface de l'eau. L'équipage s'en sort indemne, mais le monstre sombre au fond de la mer Caspienne. Les autorités soviétiques décident finalement qu'il n'est pas nécessaire de le renflouer. Ainsi, il repose encore aujourd'hui au fond de la mer Caspienne. Son créateur, lui, ne verra pas cette fin. Le 14 janvier 1980, alors qu'il teste lui-même un nouvel écranoplane, encore une fois sans respecter l'ordre de laisser les commandes à un autre pilote, un accident survient. Rostislav Alexeïev est grièvement blessé. Il est immédiatement relevé de ses fonctions de concepteur en chef et décède de ses blessures le 9 février 1980. En 15 ans, le KM aura permis aux soviétiques d'accumuler des données précieuses pour le développement de leur écranoplane. Des recherches qui mèneront à l'A-90, puis finalement au plus célèbre d'entre eux, le Project 903 Loon, lancé en 1987, qui est d'ailleurs de nos jours régulièrement confondu avec le KM. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.